Hans Jonas entreprend la démonstration de mettre en cause la plupart des postulats de la modernité, dans sa publication Le principe responsabilité. Pour ce philosophe et historien, en 1979, l'existence de l'humanité, dont l'impératif semble aller de soi, n'est plus du tout un fait. Au contraire, par son énorme pouvoir qu'il a, avant tout grâce à la technique moderne, l'homme a désormais les capacités de s'autodétruire en peu de temps. C'est pourquoi il y a ici une nouvelle question qui doit entrer dans le domaine des considérations éthiques. Son constat est celui d'un renversement complet des relations entre l'homme et la nature. Nature qui fut le cadre immuable, protecteur ou menaçant, d'une vie humaine ressentie comme essentiellement précaire. Aujourd'hui, le pouvoir technologique a rendu la nature altérable à volonté, puis en a fait en même temps un être fragile et menacé, qui, à l'instar d'un être humain, ou plutôt comme un enfant, peut être tenu désormais pour un objet de responsabilité. Nous assistons à une mutation sans précédent de l'agir humain dont il est temps de prendre conscience. Il n'est plus sûr que l'humanité trouve demain les conditions de possibilité de sa survie. D'où la nécessité, où nous nous trouvons aujourd'hui, de nous poser au minimum la question suivante. Cet avenir fragile et menacé, le voulons-nous encore ? En 1992, au sommet de Rio, la disposition du principe de précaution, définie et entérinée, expose que malgré l'absence de certitude à un moment donné, dû à un manque de connaissances techniques, scientifiques ou économiques, il convient de prendre des mesures anticipatives de gestion de risque, eu égard aux dommages potentiels immédiats et futurs sur l'environnement et la santé. Des juristes internationaux prennent en compte les droits de l'humanité d'une part, ceux des générations à naître d'autre part. La notion de crime international, celle de patrimoine commun de l'humanité, et surtout celle de crime contre l'humanité, amène les théoriciens du droit à considérer qu'il existe des obligations internationales à l'égard de personnes individuelles. Les notions de crime sans victime, comme des dommages très graves et irréversibles à l'égard de l'environnement ou de la destruction intentionnelle de banques de gènes, sont désormais bien acquises. Lawrence Hansen-Love pose la question « L'humanité à venir a-t-elle des droits ?» Dans les sociétés traditionnelles, la nature en général comporte une dimension sacrée. Cette sacralisation de la nature nous fait défaut aujourd'hui, où certains se demandent pourquoi ils devraient modifier leur comportement irresponsable à l'égard de la planète. C'est ce qu'écrit Edgar Morin dans Terre-Patrie en 1993. Dans son acte constitutif, la première phrase de l'UNESCO, en français « Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture », expose cette idée. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Jour après jour, tout au long de l'existence des hommes, la nature offre une vision d'une grande beauté, un souffle de vie. Avec elle, tous leurs sens sont en éveil. De génération en génération, les hommes respirent au rythme de la nature. Des expériences technologiques aux risques connus pour l'humanité comme les catastrophes atomiques réduisent cette respiration à néant en l'accélérant jusqu'à l'asphyxie écologique, faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique. Nous, coopérateurs, également membres de l'archipel de l'écologie et des solidarités, affirmons que le patrimoine naturel, bien commun, doit être préservé des expériences technologiques mortifères pour assurer la transmission du patrimoine naturel aux générations à naître. Pour y parvenir, les connaissances et l'intelligence collective internationale
doivent être mises au service du bien commun. Sur le plan militaire, le 16 décembre 1961, Charles de Gaulle fait entrer la France dans l'ère de la dissuasion nucléaire. Dans le contexte de la guerre froide et de la course aux armements entre les États-Unis et l'URSS, pour le président de la République française, c'est l'assurance de pouvoir protéger les intérêts vitaux de la France. À cette époque, les noms choisis pour les sous-marins nucléaires ayant la capacité de lanceurs d'engins devaient vraisemblablement terroriser l'ennemi potentiel. Le redoutable, le terrible, le foudroyant, l'indomptable, l'inflexible, le triomphant. En parallèle, débute la construction des premières centrales nucléaires françaises avec l'objectif de produire plutonium et électricité. Ainsi, confortée par les chocs pétroliers, la France fait le choix du tout nucléaire pour sa production électrique et construit en un quart de siècle un parc de 58 réacteurs nucléaires électrogènes standardisés sur l'Hexagone. Simultanément sort de terre la plus grande usine civile de retraitement du monde à La Hague, dans le département de la Manche, en Normandie, et des surgénérateurs expérimentaux. À partir des années 1980, la gestion des déchets devient un sujet central dans le discours public français. Les spécialistes expliquent que la libéralisation du marché de l'électricité et les accidents nucléaires à Tchernobyl, puis à Fukushima Daiichi, qui amplifient la montée du mouvement antinucléaire, tendent à modifier l'industrie nucléaire française. Depuis 2015, il est prévu de réduire la part d'électricité par le nucléaire civil en France pour faire une place aux énergies renouvelables. Mais la construction de réacteurs de nouvelle génération de type réacteur pressurisé européen, plus connu sous l'acronyme EPR, se poursuit sur le territoire national comme à l'étranger. Il est fait état que la compréhension des enjeux propres à l'industrie nucléaire passe par l'analyse des dynamiques locales. Comme cette industrie est un système technopolitique fait de flux, d'occupation massive de sols par des centrales ou des lignes électriques, son empreinte sur la géographie est forte. En France, il existe de nombreux territoires avec une faible densité de population et une économie en grande difficulté dont EDF s'est tiré parti en créant des ensembles dépendants pour leur survie de l'énergie nucléaire. L'expérience des catastrophes atomiques de Tchernobyl et Fukushima Daiichi ont démontré qu'elles entraînent une contamination de l'eau, de l'air et du sol via la pluie et la neige. Des radionucléides sont disséminés dans l'entièreté de la chaîne alimentaire. Une augmentation de la fréquence des mutations et de la radiosensibilité de certaines espèces végétales provoque des changements morphologiques. Des troubles morphologiques, physiologiques et génétiques, ainsi qu'une augmentation significative de la morbidité et de la mortalité apparaissent chez les êtres vivants. L'irradiation de Tchernobyl a conduit à la création de nouvelles formes de virus, de bactéries et de champignons. Les descendances pourraient être affectées. Des secrets professionnels, des falsifications de dossiers médicaux par l'URSS de 1986 à 1990 rendent impossible une évaluation complète des impacts humains. Reste le problème des déchets, notamment ceux définis comme les plus dangereux, dits à haute activité et à vie longue. D'abord stockés sous forme liquide dans des cuves, vitrifiées depuis 1978 à Marcoule et depuis 1989 à La Hague, entreposés sur place dans l'attente d'une solution définitive. Puis, un laboratoire pour l'enfouissement des déchets est né à Bure dans la Meuse, devenu un centre industriel de stockage géologique, l'acronyme CIGEO. Pour trouver des réponses aux questions que pourrait se poser le grand public, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une voix locale, une voix bragarde, Michel Marie, citoyen devenu expert sur le sujet, après s'être informé durant 30 ans, avoir rencontré de nombreux spécialistes, fait des recherches approfondies.
il est devenu porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets atomiques, le CEDRA. Il jouit désormais d'une retraite bien méritée. Michel Marie, opposé à l'enfouissement des déchets atomiques, à Bure ou ailleurs, au cours de votre engagement depuis 1993, vous avez informé les habitants régionaux. Pensez-vous que l'État, de son côté, les informait suffisamment sur les perspectives environnementales impactant leur quotidien d'une manière de plus en plus prégnante ? En réalité, le Bure et le problème des déchets radioactifs, c'est un vrai cas d'école, mais un cas d'école sur notre démocratie et son fonctionnement. Et en réalité, on se rend compte que, alors, avec du recul, que dès l'origine, c'était dans les années 90, quand l'État et l'ANDRA sont arrivés ici, en fait, les dés étaient pipés. Et si on parle de concertation, de consultation, d'information, oui, on se rend compte qu'effectivement, qu'on a eu, j'allais dire, des tonnes de brochures, de papier glacé en couleur, bien comme il faut. Il y a eu des enquêtes publiques, des consultations publiques, des débats publics, enfin tout un tas de choses qui paraissent, j'allais dire, positives. Mais on se rend compte en fait que c'était ce qu'on peut appeler maintenant de la propagande. En fait, l'État n'avait qu'un but, c'était d'enfouir, point final. Donc il y a eu un semblant de consultation, un semblant de, j'appellerais ça un vernis démocratique, mais il n'y a rien eu de vraiment sérieux. Et au point d'ailleurs que dans les premières années, l'ANDRA a toujours refusé le débat avec ce qu'ils ont appelé les opposants, c'est-à-dire nous, les citoyens, les associations et autres. L'ANDRA a toujours refusé le vrai débat. Donc il y avait de l'information, mais à sens unique. Selon vous, l'État informe-t-il et informe-t-il suffisamment les élus de la République ? En fait, on s'est rendu compte relativement rapidement que l'ANDRA avait une volonté, donc, j'allais dire, un acharnement à enfouir. Et quand on a fait un petit peu d'historique, après, quand le projet est arrivé, il a bien fallu qu'on s'intéresse un petit peu. On s'est rendu compte très rapidement que l'État était déjà allé ailleurs dans d'autres départements avant nous. Dès les années 80, il y avait un projet d'enfouir. L'État s'est fait mettre à la porte par les populations locales. En 1987, il recommence dans d'autres départements. Il y a une guérilla, on peut dire carrément une guérilla pendant 3 ans. L'État dit stop. Et à ce moment-là, intervient une loi, on appelle ça la loi Bataille, du nom du député Bataille. Et cette loi Bataille, elle transforme le projet d'enfouissement par un tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'enfouissement, on parle déjà il y aura 3 voies de recherche, il n'y aura pas que l'enfouissement, il y aura aussi la transmutation, il y aura donc il y a un choix. Et après, ça ne sera plus l'enfouissement, ça sera un laboratoire de recherche scientifique souterrain, laboratoire. Et le plus beau, c'est qu'il devrait y avoir des laboratoires. C'est-à-dire qu'on choisit plusieurs types de sous-sols et le meilleur, on le gardera. Voilà. Et le député Bataille, quand il a cette loi, donc en 1991, il prend sa petite valise et il fait le député des marcheurs, il repart à travers la France. Et à travers la France, il repart sur les anciens sites, les anciens départements, ce qui était intelligent, puisque c'est les sous-sols là, qui étaient les meilleurs. La géologie était soi-disant la plus favorable. Sauf que ces départements, évidemment, le mettent à la porte, puisqu'ils savent de quoi ils retournent. Et puis, il continue de faire son petit tour de France et il tombe sur la diagonale du vide, Meuse, Haute-Marne. Il va voir les conseillers départementaux, à cette époque-là, c'était les conseillers généraux, qui donnent leur accord parce qu'eux, évidemment, ils ne voient que la seule chose mirifique qui ressort de la loi Bataille, c'est-à-dire de l'emploi, on est dans la diagonale du vide, et de l'argent surtout. Et ça, c'est nouveau, il y a de l'argent. Alors, c'est ce qui fait un petit peu la réponse des élus, où en quelques jours, ils votent comme un seul homme, ils votent évidemment le feu vert. Alors, ce qui nous a gênés, nous, à cette époque-là, et j'allais dire énormément, c'est que nos élus locaux aient pu plonger dans un projet comme ça, ne voulant voir que les aspects positifs, j'allais dire subir ensuite cette colonisation, alors qu'on a connu fortement l'occupation, nous, ici. Donc, ça aurait dû nous servir de leçon. Et manifestement, la leçon se répète, bégaye. Et ça, c'est quand même assez très gênant. Alors, d'autant quand on parle argent, les avantages, on a touché 50 000 francs à l'époque. On a donné, l'ANDRA, l'État a donné 50 000 francs. On est passé à 10 millions d'euros à une époque. On est passé à 20 millions d'euros à une certaine époque. Et aujourd'hui, on est à 30 millions d'euros qu'on nous donne tous les ans à chaque département de Meuse et de Haute-Marne, j'allais dire aux élus. Donc, évidemment, on comprend, c'est l'achat du silence. Et ça, c'est quand même assez fort. Par contre, ce qui est quand même intéressant et ce qui est positif, c'est qu'on a vu quand même relativement rapidement des élus locaux qui ont émergé et qui se sont dit non, un projet comme ça, non. Et qui sont toujours dressés et qui ont créé une association. Donc ça, c'est quand même réconfortant. À votre avis de citoyen, devenu expert en matière d'industrie nucléaire, la politique énergétique devrait-elle être soumise à un référendum ? Dans une vraie démocratie, une démocratie réelle, la voix est au peuple, normalement.
Donc oui, effectivement, sur nombre de sujets sérieux et graves, ou tous les sujets sérieux et graves, nécessiteraient des référendums. Ceci dit, ça sous-entend qu'ils soient honnêtes. Honnête, ça veut dire deux questions essentielles, deux choses essentielles. Informer les gens, n'est-ce pas, qu'ils aient toutes les informations voulues, pluralistes, et puis surtout intéresser le public au sujet. C'est pas ce qui est, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Le deuxième problème, c'est que, est-ce que c'est ce qui se passe en France? Bon, on se rend compte que des référendums, il n'y en a pas eu depuis belle lurette, donc on n'est pas dans un pays, j'allais dire, démocratique à ce niveau-là. Et puis la deuxième chose, on a vu par exemple avec le référendum sur l'Europe, le peuple dit non, en majorité, et derrière passe le Parlement qui casse la voix du peuple. Donc on a de sérieuses questions quand même à se poser à ce niveau-là, c'est quand même assez bancal. Et puis je dirais que la question justement se pose au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se satisfaire justement de ce mode de gouvernance des élus qui croient tout savoir, on voit l'exemple du Covid, ou qui se croient avec un chèque en blanc? Donc la réponse, elle doit être au public, à lui de répondre, à lui de faire bouger les choses. Début des années 1990, les opposants faisaient figure de militants rétrogrades. Il aura fallu 15 ans pour que naisse un groupe de réflexion dont le fil rouge était l'éthique. Selon vous, le sujet était-il technique, politique, éthique? Alors en effet, quand le projet est arrivé fin 93, donc fin 1993, les soi-disant opposants, on les a appelés comme ça, ont été qualifiés j'ai déjà d'opposants, c'est très péjoratif, également de 68 heures attardées, enfin, etc., etc. En fait, le but, c'était souvent les élus locaux, le but c'était de décrédibiliser le mouvement, en fait, tout simplement. Parce que les élus locaux ne s'attendaient pas du tout à voir des habitants à se lever dans des départements qui font beaucoup moins de 200 000 habitants. Donc ça, c'était la première chose. Par contre, ces associations, ces habitants sont montés au fil des années, sont montés ce qu'on appelle maintenant en expertise, ils se sont informés, sont montés en expertise, en crédibilité, des scientifiques qu'ils ont rejoints, donc là, la donne a commencé à changer. Et quand en 2011, l'évêque de Troyes a suscité la création d'un groupe de réflexion sur le sujet de Bure, un groupe informel qui ne se connaissait pas forcément, dont les membres ne se connaissaient pas forcément, la question s'est posée, parler de Bure, oui, mais quoi? Quel fil conducteur? Et très rapidement est arrivé un fil conducteur que personne n'attendait, on parlait très très peu, c'est l'éthique. Parce qu'en définitive, le sujet de Bure, d'enfouissement des déchets nucléaires, est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est environnemental? Tout ça est chapeauté par l'éthique. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, nous, notre génération, de profiter des bienfaits, entre guillemets, de l'électricité nucléaire et de rejeter toutes les nuisances aux centaines de générations qui vont nous suivre? Donc la question des déchets radioactifs est bien essentiellement éthique. Donc ça sous-entend, au jour d'aujourd'hui, abandonner le projet d'enfouissement, parce que nul ne peut prédire ce qui va se passer pendant 100 000 ans, 1 million d'années. Donc déjà, abandon du projet. Le deuxième, c'est effectivement se remettre autour d'une table, mais surtout, il faut quand même dire que c'est un projet maintenant qui date du siècle dernier. Il a quand même plus de 30 ans, voire 50 ans pour les premiers projets. Donc c'est complètement dépassé cet enfouissement des déchets radioactifs. Et puis se mettre autour d'une table pour chercher et trouver une vraie solution, donc qui soit satisfaisante et donc qui soit éthique. Durant les décennies passées, la question énergétique nationale engendrait-elle des décisions politiques, philosophiques, démocratiques, selon vous? Répondre non serait désespérant. Mais il faut quand même bien reconnaître que la politique énergétique de la France n'a toujours été qu'entre les mains d'une poignée d'individus, j'allais dire. C'est vraiment très restreint, au point d'ailleurs que sait-on que le Parlement n'a jamais été saisi pendant des décennies de ces questions énergétiques. Il a fallu quand même, donc le Parlement, Sénat et députés, et Chambre des députés, et il a fallu attendre 1991, avec la fameuse loi dite Bataille, sur les déchets nucléaires, parce que c'est un sujet qui coinçait sérieusement au niveau national. C'est la première fois en 1991 qu'on arrivait avec une loi. Donc il y a un vrai problème, effectivement, à ce sujet. S'agissait-il plus de fourniture d'électricité, de recherche et développement, de profit, d'accaparement de territoire, de prise de risque industriel, d'injustice? Alors ne soyons pas méchants, en fait il faut se replonger dans le contexte de l'époque où personnellement j'ai l'impression que les 30 Glorieuses par exemple, c'est comme si c'était les enfants qui venaient d'avoir un nouveau joujou, on avait tout ce qu'il fallait à disposition, c'était l'explosion, c'était la jouissance. Mais le problème de la jouissance c'est qu'on prend sans réfléchir à tous les aspects
positif ou négatif, mais surtout négatif. Et on se rend compte au jour d'aujourd'hui, effectivement, on est en train de payer aujourd'hui toutes les problématiques de cette époque-là, je pense au dérèglement climatique, mais bien d'autres sujets, le nucléaire avec ses déchets, etc. etc. Donc c'est effectivement un vrai souci à ce niveau-là. Et puis ce qu'il y avait aussi, c'est que l'époque voulait qu'à partir du moment où on avait décidé qu'un sujet était bon pour le pays, c'est un bien commun, ben après le local n'avait plus rien à dire du tout. J'allais dire, il était écrasé, étouffé, les intérêts locaux n'est plus compte du tout, et on le voit toujours, ça perdure aujourd'hui avec Bure, effectivement, on se fiche totalement des bienfaits des gens et autres, on veut enfouir, on veut se débarrasser de ces déchets, point final. Donc ça pose un vrai problème. Par contre, sur l'aspect positif, il faut voir qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces gros projets, ce qu'on appelle les GPII, grands projets inutiles imposés, maintenant font débat partout et soulèvent des oppositions qui n'existaient pas avant. Donc c'est très positif de dire, il y a un projet qui arrive, comme il y a une opposition, on est obligé d'y réfléchir, de les amender, voire de les abandonner. Et puis ce qu'on voit aussi, alors ça c'est l'épisode du Covid, où ça nous a cassé quand même notre rythme de vie, j'allais dire de la société. Et en 2011, quand le groupe de réflexion dont on a parlé sur les enjeux éthiques, sur les déchets nucléaires, le groupe de réflexion a dit dans ses conclusions, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir nos modes de consommation, nos modes de vie? Et là, justement, à cette époque-là, on aurait pu les traiter de fous en disant « comment voulez-vous que… » Et là, on se rend compte qu'on est dedans. Donc aujourd'hui, on a un carrefour. Soit on va subir ce dérèglement climatique, cet enfouissement des déchets nucléaires avec ses nuisances, soit on prend les affaires en main et on va dans le bon sens, on fait des vraies solutions, on réfléchit vraiment à la chose. Le ralentissement de la croissance économique, couplé avec la gestion de crise sanitaire du virus SARS-CoV-2 depuis le 17 mars 2020, peuvent-ils influer sur les besoins prévisionnels d'électricité et sur les investissements nucléaires mondiaux ? Eh bien, cet épisode du Covid nous a justement montré que nous a mis une bonne claque d'enfants gâtés, justement, où on était en pleine jouissance, on consommait. Et là, ce qu'on a fait, on a vu un effondrement de la demande, donc un effondrement de la production, donc de l'électricité. Tout simplement, ça montre qu'effectivement, c'est possible. Avant, on n'y croyait pas, c'est pas possible, on est dans une croissance. Mais non, pas du tout. On peut très bien, justement, réfléchir, se poser, revenir un petit peu en arrière. Quand l'autorité de sûreté nucléaire prône un démantèlement immédiat des réacteurs arrêtés, EDF préfère le repousser à plusieurs décennies, invoquant le temps de diminution de la radioactivité accumulée des îlots nucléaires. Quelles en seraient les raisons, d'après vous ? Derrière l'argumentaire d'EDF, en fait, il faut voir la réalité. Et EDF est endetté jusqu'au cou. Je dirais même EDF est noyé si on ne tapait pas dans les poches du contribuable, du citoyen. Donc ça, c'est une première partie. Et EDF étant endetté, on comprend très bien sa politique, j'allais dire, d'esquive. En fait, c'est reporter à plus tard tous ces démantèlements qui vont coûter très cher. Et il y a bien eu des provisions financières qui ont été mises de côté, mais qui seront loin d'arriver à la somme voulue de ce démantèlement. Donc le problème, on tombe encore une fois sur le sérieux, sur l'éthique. Ça veut dire qu'on reporterait tout ce démantèlement et donc les coûts afférents, on reporte ça sur les questions des générations futures. Et donc là, il y a un vrai problème éthique. Les décisions du Conseil européen de Barcelone de mars 2002 étendent à l'ensemble des usagers, devenus consommateurs, l'ouverture du marché de l'électricité en France. Que pensez-vous, Michel Marie, de l'ouverture de l'énergie à la concurrence au niveau européen ? Alors, on peut poser aussi la question autrement, c'est-à-dire garder le service de l'électricité entre les mains de l'État. Est-ce que c'est gage, je vais dire, d'efficacité ? Et là, derrière, il suffit de regarder tout ce qui concerne la santé, l'hôpital, l'éducation nationale, et on a un certain nombre de sujets comme ça, qui montrent que ce n'est pas forcément gage quand même d'efficacité, de positif. De plus, il faut regarder ce que l'État a fait d'EDF, quand EDF a toujours été dans le service public. On a loupé combien de trains de retard par rapport au monde en ne se lançant pas dans les énergies renouvelables, mais en s'enferrant dans le nucléaire. Il y a plein de questions qui se posent comme ça. Voilà. Est-ce que le service public a été gage d'une bonne politique énergétique ? La réponse manifestement est non. Alors ceci dit, d'un autre côté, pour conclure, effectivement, oui, l'ouverture à la concurrence n'est pas forcément meilleure et bonne. Certainement qu'il faut un service public, mais un vrai service public, et au service de qui ? Au service du public, et non pas de lobby ou de politiques influents ou autres. En 2021, ce choix de l'enfouissement de déchets atomiques a-t-il eu un retentissement direct sur la vie pratique des habitants de Bure et des environs ?
Alors il est clair que, j'allais dire, depuis 25 ans, 30 ans, ici, le climat est devenu extrêmement délétère. Alors 2021 ou pas 2021, j'allais dire, c'est une continuité, voire même un renforcement. Je veux dire, les relations, par exemple, dans les familles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les réunions familiales, quelquefois, sont extrêmement... On en parle souvent, mais au niveau sociologique, on a quand même un vrai problème. Le deuxième problème qui est vécu par les habitants locaux, c'est cet arrosage d'argent. Je veux dire, c'est une véritable colonisation. L'Andra s'est implanté partout. On arrose, on a besoin de l'Andra maintenant. On est obligé de tendre la main. Donc là aussi, ça fait un peu, on tend la manche, on tend la main. C'est quand même pas très agréable. Ça aussi, dans la tête des gens, ça marque. Et puis, dernièrement, il y a eu toute cette occupation policière. Vous ne faisiez pas, les gens ici vous le disent, vous prenez la voiture, vous allez faire 2-3 courses à la campagne. Dans la journée, vous êtes arrêté 3 fois. Donc ça aussi, dans la tête, ça marque énormément et tout ça, ça joue évidemment à la longue. Alors, si le climat est délétère, comme je le signale là, on peut aussi voir les choses différemment, dans le sens où l'Andra s'est implanté, on était dans un territoire en voie de désertification, en déclin, on n'attendait plus grand-chose. Arrive ce projet, je veux dire ce projet fou, un méga projet. On voit qu'il y a quand même des gens qui, du coup, réfléchissent, se prennent en main, se créent en association, souvent. Et là, je vais plus loin en me disant « et si, et si, et si ». Par exemple, et si on se disait que ce projet, effectivement, est fou, et donc on l'arrête. Et du coup, localement, on se prend en main en se disant « mais on a réussi à mettre ce truc-là, à le faire arrêter, donc on n'est pas plus bête que les autres ». Et de là, on commence à appliquer tout un tas de choses, j'allais dire, pour la qualité de la vie. Que ce soit du maraîchage, que ce soit tout ce qui est possible et imaginable. Et on peut même aller plus loin. On arrive à faire revivre ce territoire positivement. Et là, on a des gens de partout qui viennent pour voir un petit peu comment font ces gens-là pour refaire une vie meilleure. Et là c'est bingo. Comment expliquer que la contestation populaire, très visible après les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, soit devenue invisible en 2021 ? À l'heure d'aujourd'hui, évidemment, on va dire que c'est l'effet Covid. L'effet Covid, quand même, a bloqué quand même tout ce qui est visible, puisqu'on parle d'invisibilité. Ceci dit, personnellement, je ne suis pas convaincu du tout que les choses soient invisibles. Il y a peut-être aussi d'autres méthodes, d'autres tactiques de contestation, de choses comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi, ce qui est positif, c'est que la société évolue. Et la société, quand elle évolue, non seulement elle réfléchit, mais elle peut aussi s'impliquer. Je pense par exemple aux Gilets jaunes. Alors, on en pense ce qu'on en voudra du fond de la chose, mais les citoyens, la population quand même s'est prise en main, a émergé, on l'a vu. En ce moment, au jour d'aujourd'hui, c'est pour le pass sanitaire. Encore une fois, à tort ou à raison, le sujet n'est pas là, mais ça veut dire que les gens sont quand même là. Et dans le domaine du nucléaire et dans le domaine de Bure, on a exactement les mêmes choses. Vous avez encore un certain nombre de groupes et des gens, individuellement, qui travaillent sur le sujet, qui contestent, qui font des démarches. On parlait tout à l'heure du groupe de réflexion éthique, sur les enjeux éthiques, qui vient de rendre un deuxième rapport au niveau national, qu'il a envoyé à tous les députés, sénateurs, ministres, etc. Donc il se passe vraiment des choses, même si on voit pas vraiment ce qu'il en est. Donc je pense qu'au contraire, il faut être résolument optimiste. Et puis la phase Covid passant, je pense que les citoyens aspirant à autre chose va se retrouver effectivement, va se faire voir beaucoup plus. À l'ère de la transition énergétique, afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le réseau électrique, quelle devrait être l'évolution de l'énergie nucléaire, à votre avis ? Soyons sérieux et regardons les choses en face. L'énergie nucléaire n'est-elle pas une énergie du passé, donc dépassée ? Et si on regarde bien, l'énergie nucléaire, qu'est-ce que c'est? Regardons les coûts, déjà, le prix. Combien coûte un réacteur? C'est invraisemblable, c'est exorbitant. On regarde tous les derniers EPR, on voit tout de suite où il en est, on parle de 10 milliards, dizaines de milliards. Le deuxième point, quand même, c'est les risques. On ne va pas faire Tchernobyl, ni Fukushima et autres, mais autant les risques ne sont pas courants, on va dire, mais le jour où ils sont là, c'est des vraies catastrophes. Et puis le troisième point, c'est les déchets radioactifs, et que personne au monde ne sait quoi faire.
La seule solution, qu'on habille du terme solution, c'est enfouir. Et enfouir pour 100 000 ans, 1 million d'années, c'est toxique-là. Donc on voit bien que... Donc la conclusion, c'est effectivement, le nucléaire ne peut pas aider au climat, n'a rien à voir là-dedans, quand on voit tous les désagréments. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui serait intelligent, si on était intelligent, ça serait de regarder effectivement la réalité en face et de se dire, il faut sortir des énergies fossiles, exact, mais il faut aussi sortir du nucléaire, d'autant plus que l'énergie nucléaire est aussi une énergie fossile, puisque l'uranium est bien lui aussi un fossile, il sort bien de la Terre et il est bien aussi épuisable lui aussi. Le réchauffement climatique s'impose à l'écosystème. L'industrie nucléaire est-elle un atout pour s'y préparer? Cassons le mythe. Le nucléaire serait-il un atout contre les dérèglements climatiques? Alors c'est ce qu'on nous présente régulièrement, ou ce que certains nous présentent régulièrement. Le nucléaire n'émettrait pas de gaz à effet de serre. Oui, sauf qu'on peut se poser quand même une sérieuse question sur l'honnêteté de ces fameux en question, qui nous disent d'un côté on a un atout, mais qui oublient complètement de nous donner un petit peu l'autre envers du décor, ce qu'on vient de dire, par exemple, les coûts, les risques, les déchets, etc. etc. Donc si on ne met dans balance qu'une chose et pas la totalité de la chose, ça pose quand même question sur la crédibilité et l'honnêteté de ces gens-là qui défendent du nucléaire. Par contre, on peut aller encore plus loin. Alors ce nucléaire, regardons-y de plus près. On vient par exemple d'avoir un rapport du GIEC qui vient d'être pondu ces jours-ci et qui dit que l'eau va être de plus en plus rare. Et on voit même EDF qui, ces dernières années, ferme certains réacteurs en bord de rivière puisqu'il n'y a pas assez d'eau pour les refroidir. Le deuxième point du GIEC, c'est de dire qu'au bord de mer, pour le refroidissement, c'est bien, mais il y aura de plus en plus de risques de submersion. Donc, deuxième problème aussi au niveau du nucléaire. Donc tout ça montre quand même que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, le nucléaire, si vraiment était le sauveur de l'humanité sur le climat, c'est du nucléaire tout de suite qu'il faudrait. Or, on voit les délais de construction de réacteurs, c'est invraisemblable. On est sur beaucoup plus que 10 ans, 15 ans, donc on voit que ce n'est pas le nucléaire qui va nous sauver. Et puis, on a encore un point qui est très peu connu du public, c'est que l'électricité nucléaire ne représente que 2 à 3% de l'énergie consommée dans le monde. 2 à 3% seulement. Et ces 2 à 3% sont produits par 400 réacteurs, grosso modo 400, 440, à travers le monde. Donc si on voulait sauver le climat, on imagine le nombre de réacteurs qu'il faudrait. De 400 pour 2% d'énergie, il faudrait multiplier par... donc c'est pas possible, c'est invraisemblable. Le nucléaire ne peut donc pas sauver le climat. Votre devise, agir pour ne pas subir, vous semble-t-elle toujours d'actualité, Michel Marie? Et comment, face aux défis sidérants qui sont là devant nous, et là on a deux politiques, soit accepter, soit réagir, et donc agir. Et chacun peut agir, chacun et chacune peut agir justement à son niveau, par toutes les possibilités, petitement, grandement, il y a vraiment de quoi faire. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, en plus, on est vraiment un carrefour où il se passe des choses, et si on veut un avenir meilleur, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de se prendre nous en main. L'avenir s'écrit aujourd'hui, à chacune, à chacun de le bâtir, donc ça nous appartient.